Bien, bonjour. Donc, l'objectif de cette introduction à nos séminaires internes, c'est d'essayer d'avoir un regard un peu prospectif, de réfléchir aux enjeux de demain. Et donc, on va poser la question, évidemment, à Christophe Thérin sur sa vision de ces grands enjeux pour l'agriculture à une échéance, on va dire, de 2025. Et puis, on aura le regard du sociologue, donc de François Purseigle, qui je ne sais pas si c'est en contrepoint ou en complément, apportera son point de vue. Donc Christophe Thérin, notre président, je peux me dispenser de le présenter aux collaborateurs d'Arvalis. François Purseigle, donc sociologue, ingénieur agricole, qui a beaucoup travaillé sur les engagements des producteurs, les organisations professionnelles, les entreprises dans le secteur agricole, et qui enseigne à l'ENSAT, qui nous reçoit aujourd'hui d'ailleurs dans ce décor superbe. Alors la première question pour Christophe Thérin. Donc on va parler projet d'entreprise, on va parler horizon 2020-2025. En résumé, les grands enjeux pour l'agriculture à cet horizon, comment on pourrait les définir, puisque c'est dans ce contexte qu'Arvalis va agir. On peut identifier trois enjeux clés. Celui de la production, une production mondialisée, exigeante donc en qualité. Celle donc du citoyen qui veut avoir un œil sur la façon de produire, donc celui de l'environnement. Et donc on sait que la société donc surveille notre acte de production. Et puis celui du territoire, mais ce territoire qui comprend à la fois le bassin versant et l'exploitation agricole et les produits de l'exploitation qui, eux, ont l'obligation de passer par la chaîne industrielle avant d'arriver au consommateur. Alors là, on voit les enjeux on va dire globaux de l'agriculture et j'allais dire et l'agriculteur dans tout ça, c'est-à-dire l'agriculteur chef d'entreprise, ses attentes vis-à-vis d'un institut comme Arvalis ou ses attentes pour demain? C'est celui de vivre bien, de vivre son métier et en cela donc dans ce vivre bien, il y a bien sûr le volet économique que je sous-entends, mais il y a aussi celui, je dirais, d'avoir un style de vie identique donc aux autres personnes de la société, et puis une reconnaissance. Il y a une demande de reconnaissance de la part du monde agricole qui apparaît très importante. Alors ça fait une bonne transition avec la vision du sociologue, puisque Christophe Thérin dit l'agriculteur, il veut vivre de son métier, gagner sa vie, mais il veut aussi être reconnu par la société. Et on a un peu le sentiment, quand on regarde les médias, qu'il y a plus un divorce qu'un amour fou entre l'agriculteur et la société. Alors est-ce que cette agriculture ouverte, peut-être technologique, compétitive, dans les territoires, est-ce que c'est un élément de réconciliation vis-à-vis de la société ? Je pense qu'il y a un enjeu fort autour de la coexistence, non pas de modèles agricoles, mais d'une pluralité d'entreprises, aux dessins, aux projets très variables, très différents, avec pour toutes une même ambition, la compétitivité. Une compétitivité certes économique, une compétitivité sociale, une compétitivité territoriale également, au moment même où justement les agriculteurs sont de plus en plus controversés dans leurs pratiques professionnelles, controversés alors même qu'ils n'ont jamais été aussi présents dans la société. Donc il faut balayer l'idée communément admise d'une césure entre l'agriculture, les agriculteurs et la société. On voit que si l'agriculture est controversée, du moins toutes les filières le sont, c'est aussi parce que les attentes sont très très fortes. Et puis nous sommes entrés aujourd'hui aussi dans l'ère des incertitudes. Aujourd'hui, nos sociétés contemporaines s'interrogent grandement sur les pratiques professionnelles, quels que soient les secteurs d'activité. Et donc d'une certaine manière, si l'agriculture et les agriculteurs sont parfois controversés, pas systématiquement, mais parfois, c'est aussi parce qu'ils se sont banalisés, ils sont entrés définitivement dans la société, dans des sociétés où toutes les professions sont sujettes à des controverses. Donc on a vu ce panorama de l'agriculture qui est inséré dans les territoires, inséré dans la société, inséré dans des filières, qui doit répondre à des enjeux multiples. Alors vu du président, ou vu du conseil d'administration, l'Arvalis dont on peut rêver pour être confronté à ces enjeux, pour apporter le maximum de services, il va être comment? C'est quoi les qualités de l'Arvalis 2025? Ce qui est sûr, c'est que les attentes sont de plus en plus nombreuses, parfois contradictoires, et que donc c'est vrai que l'Institut doit s'adapter
tout d'abord être agile, parce qu'en fait, il faut savoir être réactif, je dirais, à tout événement, qu'il soit d'un aléa climatique ou d'un dossier réglementaire. Il nous faut nous réadapter au questionnement de l'agriculteur. Le second enjeu, c'est le doublement innovant de l'Institut, donc doublement innovant pour la structure, hein, parce que les choses donc, changent dans le fonctionnement, mais exigeant et innovant aussi pour l'agriculteur. L'agriculteur qui aujourd'hui a des questionnements, notamment sur le numérique, qui est le dossier, je dirais, dans les enjeux et à la mode. Une troisième attente qui est le service rendu. Chercher c'est bien, trouver c'est mieux et diffuser c'est notre métier. Et donc savoir prendre en compte, je dirais, ces nouvelles demandes je dirais, de nos agriculteurs. Et puis une quatrième attente qui combine à la fois court terme et moyen terme. Je crois qu'il y a bien sûr à répondre à des éléments qui nous viennent des aléas, mais il nous faut aussi bien sûr avoir une prospective pour anticiper l'attente du monde agricole de demain. Dans les façons de travailler, Christophe Thérain a cité le numérique. Alors je vais me retourner vers le sociologue encore une fois. Le numérique qui percute tous les métiers, pas seulement l'agriculture, qui percute aussi les corps intermédiaires, qui sont un peu déstabilisés, parce que la voix du citoyen lambda a la même valeur au fond sur les réseaux sociaux que la voix de l'expert parfois, voilà. Numérique porteur d'espoir et de beaucoup de craintes. Alors quelle est l'analyse du sociologue sur le numérique, l'agriculture et les conditions pour que ce soit un atout et pas une contrainte? Tout comme l'agriculture et les agriculteurs ne sont pas à côté de la société, le numérique n'est pas à côté non plus de l'agriculture et des agriculteurs. Je pense que le numérique, c'est aussi une réalité sociale, une réalité économique, une réalité scientifique. Le numérique, ça renvoie de nouveaux besoins chez de nouvelles générations d'agriculteurs qui cherchent aussi à s'émanciper en termes de travail, en matière de contraintes, qui cherchent à façonner de la donnée, à la capter, cette donnée, à la partager aussi avec d'autres pairs, d'autres confrères sur les territoires. Et on voit bien que les instituts techniques et plus largement les organisations professionnelles ne peuvent pas rester en dehors, à côté de ces territoires. Les agriculteurs n'attendent pas forcément non plus que le numérique vienne d'en haut, vienne de l'Institut technique, que l'Institut technique leur propose des outils du numérique, ils les façonnent eux-mêmes, ils les co-construisent, et on voit bien que l'agriculture et les agriculteurs sont entrés pleinement en capacité de repenser justement les outils de gestion des données à l'échelle de leur entreprise. Et donc là, on voit bien le numérique outil ou symptôme de l'insertion de l'agriculture dans la société, mais aussi qui va impacter nos façons de travailler. François Purseigle dit les agriculteurs, ils sont producteurs de biens, de services, d'alimentation, et ils sont aussi producteurs de données, et donc il va falloir co-construire avec eux. Ça veut dire que la proximité avec les agriculteurs devient de plus en plus importante pour Arvalis. Oui, on avait comme habitude d'avoir des intermédiaires, et je pense notamment aux chambres d'agriculture, je pense aux organismes stockeurs qui sont nos relais. Je crois que ce tripartite donc, devient indispensable pour la construction de demain. Et c'est vrai qu'au questionnement de l'agriculteur qui dit ces données m'appartiennent, oui, mais elles ne seront utiles que s'ils sont retraités avec l'ensemble des acteurs. On va conclure sur des questions très courtes et simples, et je vais commencer avec François Purseigle. L'agriculture, activité ancestrale, ça date du néolithique, hein, donc voilà, c'est pas d'hier. Semble-t-il a toujours dans l'inconscient collectif une image un petit peu fantasmée d'autrefois, sympathique, le petit agriculteur sur sa ferme. Bon. À quelles conditions peut-elle être perçue comme un enjeu de modernité, comme un enjeu d'économie par la société? Est-ce qu'on peut sortir de cette image et donner un petit coup de jeune sur l'agriculture? Je pense que donner un petit coup de jeune de l'agriculture, ça passera par donner à voir ce que sont les nouvelles générations d'agriculteurs, agriculteurs hommes et femmes sur des exploitations qui sont de plus en plus innovantes. Aujourd'hui en France comme en Europe et comme à travers le monde, innovantes pas seulement techniquement, mais innovantes aussi
socialement, en termes de gouvernance. Il faut aussi que les agriculteurs montrent qu'ils ont compris un certain nombre de défis qui se posent à nos sociétés contemporaines. Le premier d'entre eux est bien entendu le défi environnemental. Il faut montrer aussi que les agriculteurs ont pris acte de toute façon de ces questions qui sont des questions importantes et qu'ils ont mis en place des dispositifs permettant justement la mesure de l'impact, la gestion des activités économiques et que tout ça, ça passe aussi par la valorisation, c'est-à-dire que on gère d'autant plus facilement et d'autant mieux qu'on mesure et les chemins de la mutation passent aussi par la valorisation économique. Donc il faut montrer, donner à voir une profession, des filières qui ont pris acte d'un certain nombre de défis, qui ne jouent pas avec une somme d'images au gré des circonstances, mais qui en affirment celle d'une profession, deux professions qui réussit aussi à anticiper, qui n'est pas simplement dans l'attente de l'injonction réglementaire, mais qui innove, qui co-construit aussi la norme. Ça me paraît être important. Aujourd'hui, l'agriculture, elle sera pensée comme moderne si elle arrive à argumenter tout ceci. Alors, dès qu'on parle innovation, il y a aussi la perception de cette innovation. Alors, question perfide à l'enseignant. Quand vous parlez innovation à vos étudiants en sociologie, vous leur dites quoi? Eh bien qu'en agriculture notamment, cela a été au cœur même des mutations d'une profession. L'innovation technique, ça a été aussi l'histoire d'une émancipation sociale. L'arrivée du tracteur dans la cour de ferme, c'est aussi l'arrachement à la ferme familiale qui était aussi un lieu d'oppression, qui n'était pas forcément un lieu d'émancipation. L'innovation technique, ça a été aussi le combat de toute une génération. Et que malgré tout, aujourd'hui, ces innovations, elles changent, elles ne sont pas simplement techniques, elles sont aussi sociales, elles ne sont pas simplement descendantes, elles renvoient aussi à de la co-construction, que les agriculteurs co-construisent de l'innovation ensemble, qu'ils attendent aussi qu'elle soit reconnue, qu'elle soit mise en réseau, l'innovation fait toujours partie de l'agriculture et qu'elle contribue encore aujourd'hui peut-être à leur quête de parité au sein même de la société. Alors l'innovation, enjeu de la génération passée, enjeu sans doute aussi de la génération à venir. Et donc Christophe, je disais que l'agriculture c'est une activité ancestrale qui a quelques dizaines de milliers d'années. Alors les instituts techniques, eux, ils n'ont pas quelques dizaines de milliers d'années, mais néanmoins, c'est une construction d'après-guerre, ou des années 50-60 selon les instituts. Face à ces enjeux nouveaux, est-ce que c'est des constructions ringardes du passé? Est-ce qu'ils ont encore leur raison d'être tels qu'ils sont pour demain? C'est une question qui intéresse les collaborateurs d'Arvalis. Si on fait référence à l'ITCF des années 60, c'est évident qu'on n'est plus tout à fait dans la même maison. Et fort heureusement, puisque on a multiplié d'abord les espèces que l'on suit. On a également donc abordé les sujets de façon différente. Et comme vient de le dire François Purseigle, il y a aussi des enjeux nouveaux qui sont rentrés dans la préoccupation donc, de nos instituts et d'Arvalis en particulier, qui tournent autour de dernièrement l'agroécologie, mais ça a été aussi les biotechnologies, c'est aussi la biodiversité. Ce sont des éléments qui, il y a 10-15 ans, étaient à peine perceptibles, je dirais, dans le vocabulaire des agriculteurs. De tout cela, donc, l'Institut s'en est accaparé et a permis justement au monde agricole donc, de l'intégrer dans sa nouvelle réflexion. Et je crois que ça, c'est important. Et puis, les acteurs de l'ITCF d'hier, ceux d'Arvalis d'aujourd'hui, n'ont plus la même façon d'approcher les problèmes. Le travail de l'assistante a évolué, celui du technicien aussi, celui de l'ingénieur, n'en parlons pas. Et donc, du coup, je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'on est dans une originalité qui n'a pas changé, celle d'un institut qui est dirigé par des professionnels. Et en cela, en 2015, on a eu l'avantage d'avoir à nouveau la confiance donc, de l'interprofession agricole céréalière pour nous demander de poursuivre. Elle faisait suite d'ailleurs à la confiance que nous ont fait les interprofessions du lin, même celle de la pomme de terre, il y a quelque temps. Eh bien merci, je pense qu'avec tout ça, il y aura lieu à débat avec les équipes internes d'Arvalis pour faire maturer ces éléments et les traduire dans les faits et dans l'activité quotidienne. Donc merci François Purseigle, merci Président.